Bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, un mot sur l'immigration et cette décision soudaine du gouvernement de faire un 180 degrés en matière d'immigration. Avant d'aller là-dessus, juste noter, parce qu'on n'y est pas revenu, ce rapport de l'Institut du Québec qui, en fait, confirme plusieurs des propositions et des constats dans le rapport du Parti québécois. Puis vous comprendrez évidemment qu'on n'avait pas d'indication de ce rapport-là de l'Institut du Québec. Mais l'Institut du Québec confirme ce qu'il y a dans le rapport du Parti québécois sur la nécessité d'inclure l'immigration temporaire dans la planification annuelle, ce que la CAQ n'a pas fait. L'importance de revoir les programmes qui attirent de la main-d'œuvre bon marché parce que ça freine l'innovation et la robotisation. C'est exactement ce qu'on disait. L'importance de prioriser uniquement certains secteurs, pas tous les secteurs, c'est ce que notre plan propose. La part de responsabilité des deux paliers de gouvernement. Donc, le gouvernement du Québec est également responsable de la perte de contrôle sur les seuils d'immigration. Donc, tous ces points-là ont eu lieu un peu plus de 24 heures après le dépôt du document, du plan du Parti québécois. Et là, coup de théâtre, un 180 degrés du gouvernement qui décide de complètement mettre un moratoire non seulement sur l'immigration économique provenant de l'extérieur du Québec, comme le propose le Parti québécois, mais également sur le PEC, donc ceux qui sont déjà sur le territoire. Et je pense qu'on a devant nous un Jean-François Roberge qui réalise que le gouvernement a perdu le contrôle sur les seuils, qui désavoue ce faisant ce que Christine Fréchette a fait, parce que Christine Fréchette, comme le soulignait Guillaume Clich-Rivard il y a quelques instants, elle a ouvert les vannes sur le PEC, donc il n'y a aucune planification. Et là, on a l'impression que le nouveau ministre réalise l'ampleur de la perte de contrôle du gouvernement. Et là, quand Jean-François Roberge dit que c'est le fruit d'une longue réflexion rigoureuse et que ça n'a rien à voir avec l'Institut du Québec et le plan du Parti québécois, je regrette, là, mais quand on a une planification rigoureuse, tu publies des documents, tu publies des chiffres, tu te fixes des cibles, et dans ce temps-là, tu n'as pas besoin de faire un 180 degrés. Quand tu as planifié, tu n'es pas dans la situation où est-ce que tu passes du tout au rien, du jour au lendemain, 48 heures après le dépôt du plan de parti d'opposition qui s'est penché là-dessus. Donc, ce n'est pas normal que le gouvernement ne soit pas capable de publier des chiffres, de faire une planification comme un parti d'opposition à 4 députés est capable de le faire. Puis quand tu es obligé de faire un 180 degrés, c'est parce qu'il y a un problème de planification, contrairement à ce que suggère le ministre de l'Immigration. Donc maintenant qu'une décision est prise sur les seuils permanents, ça prend également des mesures là où c'est le plus important, c'est-à-dire sur l'immigration temporaire. Donc le ministre doit diminuer cette immigration temporaire en ramenant ce qui est sous le contrôle du gouvernement du Québec à environ 40 000, donc à peu près la moitié des chiffres actuels. Et ça, on s'attend également à ce que M. Roberge nous fasse part de sa longue et méthodique et rigoureuse planification en la matière. Après les libéraux, voici que QS demande la démission de M. Carman pour sa gestion, en fait, de l'ensemble des cas qui ont été révélés au cours des dernières semaines. Est-ce que vous faites la même chose? Comme je vous ai dit hier, à l'évidence, M. Carman n'est pas en contrôle de ces dossiers, n'a pas fait les suivis par rapport à des recommandations dans le rapport sur la DPJ, n'a pas fait les suivis sur plusieurs cas problématiques. Mais en même temps, si on demande la démission de tous les ministres à la CAQ qui ne sont pas en contrôle de leur dossier puis qui n'ont pas fait leur planification, c'est le 3/4 du gouvernement qu'il va falloir faire démissionner. Donc, il y a une élection dans 2 ans. Et ce remaniement ministériel qu'on demande depuis des lunes, il aura lieu, mais sous la forme d'une élection puis d'un changement de gouvernement. Quand le ministre Carman, par exemple, il y a quelques semaines, disait qu'en Mauricie, c'était juste en Mauricie que la DPJ faisait... Il n'est pas en contrôle de ces dossiers. Je ne doute pas. Puis c'est toutes des histoires très poignantes. Hein? C'est à chaque fois qu'on se lève le matin et on lit ces histoires-là, on se dit, mais comment est-ce possible? Mais à chaque fois qu'on entend la réaction puis les commentaires du ministre, on voit qu'il n'est pas en contrôle de ces dossiers, il n'est pas en possession de ces dossiers.
Et s'il était le seul au gouvernement, je dirais, ben oui, la solution, c'est de mettre de la pression, bien qu'on sait très bien là, que ça arrive rarement qu'un ministre démissionne parce que les oppositions le demandent. Mais c'est assez généralisé. C'est un gouvernement qui est dépassé, complètement dépassé par la situation, qui est usé également. On sent qu'il manque d'énergie, que la part d'improvisation est disproportionnée. Ça témoigne peut-être un peu, comme dans le cas de M. Fitzgibbon, d'un manque de motivation. Mais je pense que le remaniement, il aura lieu, mais sous la forme d'une élection. Sur l'immigration, là, vous prenez un peu le crédit de ce qui du changement de cap de la CAQ. Hier, M. Bérubé a dit que pour M. Pedneau-Jobin, c'était une bonne nouvelle. C'était un souverainiste qui... Est-ce que la CAQ est en train de se devenir un peu plus péquiste? Non, je pense que la CAQ a l'habitude... c'est pas la première fois que la CAQ approche des indépendantistes et des péquistes. Est-ce que c'est en raison de la compétence de ces gens-là? Sans aucun doute. Est-ce qu'il y a de la tactique politique de la part de la CAQ là-dedans? On peut présumer qu'il y en a au moins un peu. Mais dans tous les cas, est-ce que c'est une bonne nomination en termes de compétences pour ce musée-là? C'est une bonne nomination. Vous avez sorti le rapport, ils sont venus vous voler l'idée. Donc, est-ce que vous êtes le fournisseur de la CAQ maintenant? C'est pas tant que la CAQ devient péquiste, c'est que la CAQ n'a aucun contrôle de ces dossiers ni aucune planification. Donc, ça nous fait plaisir de leur fournir une planification avec des documents de 90 pages, qui a des notes de bas de page, puis qui a des données statistiques, puis qui a une réflexion. Le but, rappelons-le, d'une opposition, parce qu'on est contraint à être l'opposition pour encore un moment, c'est d'influencer le gouvernement, puis on l'a fait dans Bedford, où est-ce qu'il y a eu un 180 degrés du premier ministre sur la question après la sortie de Bernard Drinville, à Tout le monde en parle. Encore une fois, on influence le gouvernement, puis on va faire notre possible pour influencer le gouvernement dans la bonne direction. Dans le cadre de votre tournée de recrutement, est-ce que vous êtes passé par l'Outaouais voir M. Pedneau-Jobin? Non, je ne suis pas passé par l'Outaouais voir M. Pedneau-Jobin, quoique ses réflexions sur la fiscalité des municipalités m'intéressent beaucoup. Non, mais en même temps, c'est ça, je veux dire... Souvent, il y a eu des nominations de péquistes par les caquistes. Mais c'était pas le candidat potentiel. C'est plus ça ma question. Moi, honnêtement, je ne me cache pas que j'ai beaucoup de respect pour M. Pedneau-Jobin. Maintenant, si lui décide que ces prochaines années, il veut les consacrer à gérer un musée, ça lui appartient. Est-ce que c'est une bonne nomination? Totalement. Êtes-vous déçu d'apprendre qu'il ait fermé la porte à se présenter en 2026? Non, je fais juste constater que dans le cas de plusieurs péquistes, la CAQ a cette tendance à toujours cogner à la porte des péquistes, mais je le prends comme un compliment. C'est sûrement parce qu'il y a de la compétence dans le camp péquiste. Les jeunes et la drogue dans les écoles, il y a, je pense, 2900 incidents qui ont été rapportés de consommation de drogue dure la plupart du temps. Il y a eu 9 surdoses comptabilisées. On voit que les drogues qui circulent dans le réseau scolaire sont aussi de plus en plus dures, dangereuses. Ouais. Est-ce que c'est des informations qui vous ont surpris? Puis est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait intervenir d'une manière ou d'une autre dans ce dossier-là? C'est pas de l'information qui est surprenante si on écoute les témoignages sur l'infiltration du crime organisé dans nos écoles, particulièrement dans la région de Montréal. J'ai été en contact notamment avec l'Association des sépultures musulmanes sur le recrutement de jeunes qui servent littéralement de chair à canon pour ces organisations, ces gangs de rue. Il y a une transformation du crime organisé. Le crime organisé est beaucoup plus agressif en termes d'infiltration des écoles et de recrutement. Ça se traduit notamment par un changement au niveau de la drogue et des risques. J'ai eu des parents dans mon bureau qui ont perdu leur enfant parce qu'il a reçu un message, il s'est fait offrir une drogue, puis il est juste mort. Transformation très rapide du portrait de la sécurité à Montréal. Et combien de fois on est intervenu pour tenter de sensibiliser le gouvernement au fait que ça va vite et c'est très alarmant, donc il faut vraiment plus de ressources. Et on nous sert des statistiques falsifiées. Là, quand on dit qu'il y a plus de policiers à Montréal, là, c'est pas vrai. Au total, il y a en fait une diminution des effectifs quand on vérifie. Et ça va prendre une escouade ou une approche beaucoup plus forte vis-à-vis cette emprise-là de gangs de rue dans le réseau scolaire qui n'est absolument pas adapté pour se défendre par rapport à cette infiltration-là.
La filière batterie, on voit que Ford a retiré le communiqué de presse sur son site web. Il semble qu'elle ne sera plus dans le projet de Bécancour. Est-ce que ça vous inquiète de voir qu'un grand constructeur automobile planifie venir au Québec? Il faut être prudent. Ce n'est pas toute la filière batterie qui tombe parce que Ford s'en va, mais à nouveau, il faut toujours être prudent dans ce que le gouvernement nous dit. Parce que là, c'était Ford partout, puis le logo de Ford, puis on se vantait de Ford. Tout est un moment historique à la CAQ. Puis avant de tout prendre pour acquis, il faut y aller prudemment parce que clairement, le gouvernement a tout mis ses billes dans un secteur qui est beaucoup plus à risque que ce qu'on veut nous faire croire. Et évidemment, ça implique les fonds publics, là, comme on a vu dans Nordvolt. Maintenant, il faut être nuancé. Là, Ford peut sortir du portrait, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'autres joueurs. Mais globalement, ce que ça nous dit, surtout dans Nordvolt, c'est que c'est quand même un secteur beaucoup plus risqué que ce que le gouvernement veut bien nous présenter. On the immigration plan that is coming up, the fact that on 2 different categories there will be a moratorium for permanent immigrants. For example, the Quebec Experience Program. It's a complete shift with what the CEQ is doing. Complete shift. It's really 180 degrees because what Christine Fréchette has done is to just open the doors and say there's no limit. And obviously, what the CEQ is doing right now is the exact opposite in a stop-and-go method. When you do planning, when you have a document like ours that says, here's the goal, here are the figures, and that's where we need to go, you're not bound, you're not forced to do a stop-and-go all of a sudden. We have the immigration plan. Every year it's tabled before November 1st, and it's for a couple of years or 3 years. Something's up because when you have a decent planning and you follow it, you never need to go from everything to nothing. When you do that, it's because you're not in control. And the CEQ is not in control of the vast majority of its files, of its ministry. And obviously, they have read the Institut du Québec, they have read our plan, and they had a council of all the ministers yesterday, and they said, we need to do something, something's wrong. And all the opposition parties were asking, I remember, that temporary immigration had to be included in this immigration plan. And the CQ was not following through this. Well, that's the other tip. That's the other cue. If you have a very rational and rigorous planning, that's what Minister Roberge is trying to say, you would deal with the temporary immigration as well. Because it's on the temporary immigration side that the situation is the most urgent. So they're not dealing with that, and they're doing something right away that is the opposite of what they said very recently. Something's up. As a candidate, they will. Finally, they will. So it's a good thing because it means that we have an influence or an impact, but it's also saying that they're not ready, they haven't done their homeworks, and they're adjusting. And Ottawa is probably saying, we were right. No, Ottawa, actually, Trudeau's government and Legault's government are kind of in the same situation. Their boat is taking water, and they see the thing sinking, and they're just, okay, we need to do something. We're going to do the exact opposite of what we said we would do, but it's because we need to do something because obviously we were wrong, and it's starting to have an impact on the support of the population that is disappearing. And you can make a parallel between Trudeau's 180 degrees shift that has no credibility given all they've said on that topic, and Legault's sudden shift. So they're kind of in the same situation from a poll and population support situation, and it doesn't correspond to a planning. They have no planning, but they are bound to react. The shift has anything to do with the fact that they tried to get powers in other immigration areas when it came to the federal government and they were shut down? As the Institut du Québec and our report are both saying, the CQ is responsible for a part of the situation.
And there's nothing preventing you from acting on what you control while you're negotiating with the federal. If it is, moreover, actually, the federal government required some kind of plan from Quebec. So there was an incentive for the government of Quebec to manage its own files. And they haven't. And all of a sudden they do, 48 hours after we come up with our plan and 24 hours after the Institut du Québec basically publishes a document that confirms most of our findings. Thank you.